Le lustre au-dessus coûtait plus qu'une maison de banlieue, mais Chloe Vanderbilt ne le remarqua même pas. Ses yeux acérés et froids comme des forêts à pointe de diamant étaient fixés sur la femme dans la simple robe de laine. Il m'a dit qu'il était marié. Chloé siffla sa voix un ronronnement cruel, mais il ne m'a jamais dit que sa femme était un cas de charité. Elle regarda la femme de haut en bas. Dis-moi, Amelia, est-ce que tu prends tous tes vêtements de la poubelle de dons de l'église? La femme, Amelia juste fixa, son cœur se brisant. Son mari, David, se tenait silencieux, piégé. Mais ce que Chloé ne savait pas, ce que personne ne savait, était que la simple femme qu'elle moquait pouvait acheter cet entier bâtiment avec sa monnaie de poche. Et son père. Son père était sur le point de faire un appel téléphonique qui transformerait le monde parsemé de diamants de Chloé et en poussière. Amelia Hayes aimait l'odeur de la terreau. C'était terreux, réel et sans complications. C'était tout ce que sa vie dans les banlieues polies, stériles de Greenwich, Connecticut n'était pas. Elle était sur ses genoux dans le modeste jardin derrière sa coloniale à 4 chambres, ses mains libres de bagues, sauf pour une simple fine bande d'or travaillant le compost dans le sol. Ses cheveux châtains clairs étaient attachés en un chignon désordonné et une trace de saleté était maculée sur sa joue. Elle portait un t-shirt délavé de l'Université du Vermont et un pantalon en lin qui avait connu des jours meilleurs. Elle était, à toutes les apparences, complètement et entièrement insignifiante. Une élégante Mercedes AMG noire s'arrêta dans l'allée, son moteur un grondement bas et insatisfait. David Hayes sortit, l'air chaque dedans, l'homme que Forbes était désespéré de profiler. Son costume était un Tom Ford sur mesure, sa montre un cochon d'Aldemar, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il jeta un coup d'œil à sa femme et un familier petit muscle de sa mâchoire tressaillit. Amelia, il appela sa voix tendue. Il ne s'approcha pas. Il desserra juste sa cravate, vérifiant son téléphone. Nous avons le dîner à Jennings ce soir à 8 heures. Amelia ombra ses yeux, souriante. Je sais, chérie, je finis juste. Je pensais porter la robe bleue, celle que tu aimais. David soupira, un son de pure exaspération. Là, la robe bleue, celle en coton. Amelia, c'est Mark Jennings. Sa femme portera de l'Oscar de la Renta. Veux-tu que je sois moqué? Est-ce que tu apprécies activement de nous faire ressembler à cela? Il fit un geste vague vers elle, vers le jardin, vers toute la scène. Le sourire d'Amelia faiblit. David, c'est juste un dîner. Je pensais qu'ils voulaient me rencontrer. Ils veulent rencontrer la femme d'un futur associé, claqua-t-il. Ils veulent voir que je vienne d'un bon, que j'ai un système de soutien, pas une jardinière. Il ne voulait pas être cruel, ou peut-être qu'il l'était. Dernièrement, c'était difficile à dire. David Hayes était un homme se noyant dans l'ambition. Il était VP senior dans une entreprise de développement immobilier impitoyable, Jennings Stryker, et qu'il était si proche de devenir associé. Il s'était frayé un chemin depuis un milieu de classe moyenne en Ohio, et il était terrifié que quiconque voie l'Ohio en lui. Il avait épousé Amelia il y a 5 ans. Il l'avait rencontrée quand elle faisait du bénévolat dans une soupe populaire, un événement que son ancienne entreprise avait parrainé pour les relations publiques. Il était charmé par son esprit doux, son manque d'artifice. Il avait trouvé sa simplicité rafraîchissante un nettoyant de palais des femmes exigeantes, à haute maintenance qu'il fréquentait habituellement. Il avait demandé des nouvelles de sa famille et elle avait dit « Oh, mon père est dans la logistique. Il vit très tranquillement. » David avait imaginé une vie de cadre moyen confortable. Il avait imaginé simple. Mais maintenant, 5 ans plus tard, sa simplicité lui pesait comme un boulet au cou. Cela le retenait. « Va juste à la carte Neiman Marcus, dit-il, se frottant les tempes. Achète quelque chose en soie et s'il te plaît, fais quelque chose avec tes cheveux. » Il se tourna et entra quand son téléphone déjà pressé à son oreille. « Mark? »« Ouais, je viens d'arriver. »« Non, non, elle est ravie. Absolument ravie. À tout à l'heure à 8 heures. » Amelia resta sur ses genoux,
la terre humide se sentant soudainement froide contre sa peau. Elle regarda ses mains tachées de terre. Elle n'avait pas menti à David. Son père, Julian Rousseau, était dans la logistique et il vivait tranquillement. Ce qu'elle avait omis était que Rousseau Via Maritime, la compagnie que son grand-père avait fondée, était un des plus grands empires privés de transport maritime et de logistique de la planète. Son père, Julian, était un reclus, un milliardaire fantôme qui n'avait pas été photographié en 20 ans. Il vivait tranquillement sur une île privée autosuffisante au large de la côte du Maine. Et Amelia, son unique enfant, était sa seule héritière. Elle avait fui cette vie. Elle avait vu ce que la richesse faisait, la paranoïa, les sycophantes, le vide. Elle avait voulu juste une fois être aimée pour Amelia. Pas pour le nom Rousseau, pas pour la liste Forbes. Elle avait eu son vœu. David l'avait aimée. La question était, l'aimait-il encore? Elle entra, se doucha et regarda la carte American Express noire qu'il avait laissée sur le comptoir en marbre. La carte Centurion. Son père le lui avait donnée. David supposa que c'était une de ces cartes à limite élevée pour les gens avec un bon crédit. Il n'avait aucune idée qu'elle n'avait aucune limite du tout. Elle remit la carte dans son simple portefeuille en cuir et alla à son placard. Elle sortit la robe en coton bleu. C'était simple, oui, mais c'était aussi une Gabriella Hearst, une designer connue pour le luxe silencieux et durable. Une robe qui coûtait plus que le costume de David. Elle la porterait parce qu'elle l'aimait. Le restaurant Les Waldorf était le genre d'endroit qui n'avait pas de prix sur le menu. Ses murs étaient silencieux. Son éclairage était conçu pour que tout le monde ait l'air beau et l'air bourdonnait du son calme et terrifiant du vieil argent. David était en enfer. Amelia, fidèle à sa parole, avait porté la robe bleue. Elle avait l'air ravissante, ses cheveux en un simple, élégant chignon, son visage presque sans maquillage. Mais pour David, elle ressemblait à une enfant. Mark Jennings et sa femme Isabella étaient déjà à table. Mark était un ours d'homme, tout en faux sourire et yeux de requin. Isabella était une femme mince comme un bâton, préservée dans le Chanel et le cynisme. « David, ravi de te voir. » Mark tonna, lui serrant la main. Ses yeux glissèrent vers Amelia. Et ce doit être la célèbre Amelia, l'influence ancrée de David. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur et Madame Jennings, » dit Amelia, sa voix calme et chaleureuse. Les yeux d'Isabella firent un lent, calculé balayage d'Amelia, depuis ses simples boucles d'oreilles en perles jusqu'à ses modestes, mais très chères chaussures plates The Row. Le balayage était une exécution. Le sourire d'Isabella était une entaille de rouge à lèvres. « Oh, comme c'est pittoresque, dit-elle. David, tu ne nous as pas dit qu'elle était minimaliste. » David força un rire. Amelia a toujours été indifférente aux étiquettes. « Comme c'est courageux, » murmura Isabella, faisant signe à un serveur. « Une bouteille du Patronus 88, à moins qu'Amelia tu ne boives même? Ou est-ce que toute eau de pluie est tisane? Le vin est charmant. »« Merci, » dit Amelia imperturbable. Elle était habituée aux femmes comme Isabella. Le monde de son père en était plein. Le dîner était un cauchemar. David essaya de vanter son dernier projet, un développement massif à haut risque en bord de mer. Mark Jennings semblait évasif. Mais la vraie performance venait d'Isabella. « Je suis au conseil d'administration du Met Gala cette année, » annonça Isabella, faisant tournoyer sa bouteille de vin à 6 000 $. « C'est un tel ennui, les gens que tu dois laisser entrer maintenant, les influenceurs, » elle frissonna. « Amelia, que faites-vous? » demanda Mark, se tournant vers elle. « David dit que vous êtes dans le jardinage. »« Je suis bénévole au refuge pour femmes de New Haven, » dit Amelia, « et je gère un petit fonds de dotation pour l'agriculture durable. »« Oh, un fonds, » dit Isabella, se redressant. « Lequel? »« BlackRock KRR. »« C'est un privé, » dit Amelia simplement. « La fondation Elena. » Isabella et Mark partagèrent un regard. C'était un regard de renvoi instantané. Un fonds privé, un hobby.
C'était un code pour filles riches au chômage avec un fonds fiduciaire. Il l'avait cataloguée comme mineure, insignifiante. David sentit son visage brûler. Il avait besoin de réparer ça. Il avait besoin de leur montrer qu'il n'était pas marié à une simplette. Il avait besoin d'un miracle. Et le miracle arriva sous la forme d'un ouragan. Mark Isabella, vous chérie. La voix d'une femme douce comme le whisky coupa à travers le murmure du restaurant. Une figure apparut toute jambes, semelles rouges loup-boutons et un blazer Balmain blanc qui semblait être cousu directement à sa peau. Ses cheveux étaient une cascade de blonde parfaite de salon. Son nom était Chloe Vanderbilt. Chloe était une consultante en stratégie PAND, ce qui signifiait qu'elle était une arrangeuse de haute classe pour les ultra-riches. Elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait. Elle était aussi, pour les 6 derniers mois, l'amante de David Hayes. David sentit le sang quitter son visage. Chloé, quelle surprise! David, elle l'embrassa en l'air, laissant ses doigts glisser le long de son bras, un mouvement de pure possession insolente. Elle se tourna vers Mark et Isabella. « Chérie, j'étais au bar et je vous ai vu. Je devais venir. Chloé, tu connais ma femme Amelia. » David réussit à dire sa voix tendue. Les yeux de Chloé, la couleur d'un lac glacial, atterrirent sur Amelia. Ce n'était pas un regard. C'était une évaluation, le genre que le boucher donne à un quartier de bœuf. Elle observa la robe en coton, les cheveux simples, le manque de bijoux de déclaration. Un lent, cruel sourire se répandit sur son visage. « Oh, dit-elle, sa voix dégoulinante d'une condescendance douceâtre et maladive. « Oh, c'est Amelia. » Elle tendit une main parfaitement manucurée, son diamant jaune de 20 carats, un cadeau d'un client précédent, scintillant sous la lumière. Amelia la prit. La prise de Chloé était ferme, ses ongles s'enfonçant. « David parle de toi. » Chloé ronronna ses yeux, ne quittant jamais ceux d'Amelia. « Mais je dois avoir mal entendu. J'ai imaginé quelqu'un. » « Différent. »« Je suis sûr que oui, dit Amelia, retirant sa main. »« J'adore ta robe, Chloé dit, mentant avec une facilité à couper le souffle. »« C'est si honnête. Où l'as-tu même trouvé? Je cherchais quelque chose de simple pour ma fille de femme de ménage. » La table devint silencieuse. Isabella Jennings laissa échapper un petit rire étouffé de plaisir. Mark Jennings regarda avec amusement. David. David ne fit rien. Il resta juste assis là, gelé dans un riche de terreur et d'humiliation, alors que cette femme, sa maîtresse, publiquement vilipendait sa femme. Emilia regarda Chloé. Elle regarda David, qui fixait son verre de vin comme s'il détenait les secrets de l'univers. Et elle regarda les Jennings qui la regardaient comme si elle était le spectacle. Elle posa sa serviette sur la table. « Vous devrez m'excuser, dit-elle, sa voix parfaitement égale. Je semble avoir perdu mon appétit. » Elle se leva et s'éloigna. Pas courant, pas tempêtant, juste partant. David fit un mouvement pour se lever, mais Chloé posa sa main sur sa cuisse sous la table. « Laisse-la partir, chérie. » Elle murmura sa voix une promesse. Les adultes parlent. David se rassit et à ce moment, il scella son destin. L'aventure n'était plus un secret. C'était une stratégie. Chloe Vanderbilt ne faisait pas les choses à la moitié. Elle vit David comme un projet à retaper. Il avait une bonne structure osseuse, un emploi décent et une ambition vorace qu'elle trouvait profondément attrayante. La seule chose qui le retenait était sa souris de femme. Chloé était là pour exterminer le parasite. Elle commença sa campagne avec la subtilité d'une boule de démolition. David chéri, elle dirait, se prélassant dans son bureau après les heures. Tu ne peux pas possiblement faire financer l'affaire du front de mer avec ce groupe d'investissement de maman et papa. Tu as besoin de géants. Tu as besoin de Villard, David dit. Ils sont un fantôme. Personne ne peut obtenir un rendez-vous avec Rousseau. Laisse-moi faire. Chloé ronronna. Je connais un homme qui connaît l'homme qui apporte le café de Julian Rousseau. C'est un début. Elle était enivrante. Elle était tout ce qu'Amelia n'était pas. Bruyante, exigeante, connectée et totalement
effrontément matérialiste. David, faible et ébloui, tomba complètement dans son orbite. Il arrêta de rentrer à la maison, prétextant des nuits tardives au bureau. Il acheta un petit appartement élégant en ville, un pédère pour le travail, il dit à Amelia. C'était là où Louis et Chloé vivaient leur nouvelle vie. Amelia n'était pas une folle. Elle était la fille d'un homme qui pouvait suivre un seul conteneur maritime de Shanghai à Rotterdam en temps réel. Elle savait ce que les nuits tardives signifiaient. Elle vit les nouvelles charges sur les relevés AMX. David pensait toujours qu'il partageait le compte, pas qu'elle était la titulaire principale. 12 000 $. Armani prêt. Amelia savait qu'il n'achetait pas de costume. 4 500 $ louer une table pour deux. 22 000 $, Cartier un bracelet de joue. Amelia ne portait pas de bracelet. Elle regardait son mariage mourir dans un blizzard de reçus. Le vrai poison, cependant, était social. Chloé commença une campagne systématique pour remplacer Amelia. Elle étiqueta accidentellement David dans des photos Instagram intimes de dîners et de groupe. Elle commença à se présenter à ses événements professionnels, se positionnant comme sa partenaire officieuse. Oh, David est juste perdu sans moi. Elle rirait à Mark et Isabella Jennings. Sa femme, bénie soit-elle, elle ne comprend juste pas ce monde. Elle pense que le zonage est quelque chose que l'on fait dans un jardin. David, à sa honte, laissa faire. Il gagnait. Avec les connexions de Chloé, il faisait des progrès sur le projet du front de mer. Il avait obtenu un intérêt provisoire de tiers d'une société écran dont on lui avait dit qu'elle était liée au groupe Villard. Il était sur le point de devenir l'homme qu'il avait toujours voulu être. La culpabilité qu'il ressentait pour Amelia était une petite douleur sourde facilement ignorée. Amelia, pendant ce temps, vivait dans une maison fantôme. Le jardinier venait, la femme de ménage nettoyait, mais la maison était vide. Elle passait ses journées au refuge, ses soirées à lire. Elle lui donnait de l'espace, espérant qu'il reviendrait à la raison. Le point de rupture vint avec un simple colis. Amelia taillait ses roses quand un camion FedEx arriva. Un chauffeur lui tendit une grande boîte plate de Saxford Avenue. C'était adressé à Madame Chloe Vanderbilt, c'est vous. Oh, David Hayes. Ils envoyaient des colis à sa maison. Les mains d'Amelia, stables et sûres, ne tremblèrent pas. Elle signa calmement pour le colis, le prit à l'intérieur et le plaça sur l'îlot de cuisine. Elle prit une paire de ciseaux et coupa proprement le ruban adhésif. À l'intérieur, enveloppé dans des couches de papier de soie, il y avait une magnifique robe de soirée Versace dos nu argentée. Glissée dans le papier de soie, il y avait une petite note manuscrite sur papier à en tête de Chloe Vanderbilt. Chérie dit ce sera parfait pour le dîner de remise des prix. J'ai hâte que tout le monde nous voie. Toi, moi et cette robe. Il est temps, BCC. Le dîner de remise des prix de la Guilde de l'immobilier. C'était la semaine prochaine. C'était la plus grande nuit de la carrière de David. Il était honoré comme étoile montante et il emmenait Chloé. Amelia se tenait dans la cuisine silencieuse et ensoleillée, la robe vulgaire et scintillante débordant sur le comptoir en marbre. Ce n'était pas une nuit tardive. Ce n'était pas un dîner de travail. C'était une déclaration. C'était une nouvelle femme. Elle sentit une froide, calme certitude s'installer sur elle. La blessure était toujours là, une profonde fissure tectonique, mais au-dessus se trouvait une couche de pure glace glaciaire. Elle plia la robe, la remit dans la boîte et la referma avec du ruban adhésif. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait en 5 ans. Elle prit son téléphone et composa un numéro qui n'était pas enregistré dans ses contacts. Un numéro qu'elle connaissait par cœur. Il sonna une fois, 2 fois, une étrange connexion pleine de statique. Une voix vieille, calme et incroyablement autoritaire répondit. « Oui, papa. » Amelia dit, sa voix se brisant pour la première fois. « C'est Léa. Je pense que j'ai besoin de rentrer à la maison juste pour un petit moment. » Il y eut une pause. La voix à l'autre bout s'adoucit, mais juste à peine. « L'Odyssée fait le plein à Halifax. Il peut être à Greenwich d'ici demain matin. Serez-vous prête? »
L'Odyssée n'était pas un avion. C'était le navire de soutien de 400 pieds de son père, un yacht qui ressemblait plus à un destroyer naval. Oui, dit Amelia, regardant la boîte Saks. Oui, je le ferai. La grande salle de bal métropolitaine était une mer de cravates noires et de paillettes. C'était le dîner de remise des prix de la Guilde de l'immobilier, la nuit la plus importante pour les magnats de l'immobilier de New York et par extension du monde. Et ce soir, David Hayes était l'homme de l'heure. Il se tenait près du grand escalier, un verre de champagne à la main, ses plis Tom Ford lui allant comme un gant. Il était de tous les avis un succès. Le projet du front de mer était sur la ligne des 5 yards. Son prix d'étoile montante était une évidence, et sur son bras se trouvait Chloe Vanderbilt. Elle était une vision dans la robe de soirée Versace argentée. Elle était éblouissante, électrique, ses diamants captant la lumière, son rire résonnant. Elle tenait son bras, sa main de talon rouge, possessive. Elle était à lui. « Vois, chérie, elle murmura, frottant sa joue. C'est là que tu appartiens. Pas dans un jardin poussiéreux avec elle. » David hocha la tête le champagne et l'adrénaline le rendant audacieux. Amelia était partie. Il était rentré à la maison 2 jours auparavant dans une maison vide. Juste une note sur le comptoir de la cuisine. « David, je suis allé chez mon père pour un moment. » Il avait ressenti une brève pincée de quelle culpabilité et nombre soulagement. C'était parfait. Elle s'était retirée discrètement. Pas de drame, pas de cris, juste un simple calme. Amelia s'effaçant, il n'aurait même pas à se battre avec elle pour la maison. Il la lui laisserait. Il passait à autre chose. « Tu as raison, dit-il à Chloé, la serrant plus près. Ceci est ma vie. » Mark et Isabella Jennings glissèrent. « David, Chloé, vous deux avez l'air parfaits ensemble. » Isabella s'exclama à ses yeux, approuvant le glamour haute puissance de Chloé. « Simplement parfait. Nous le pensons aussi, » Chloé dit, souriante. Et puis la température de la pièce chuta. Le bavardage près de l'entrée principale ne se tout pas juste. Il s'arrêta. Une onde de silence se répandit à travers la salle de bal. Un vide qui se déplaça vers le centre de la pièce. David se tourna. Que se passe-t-il? À l'entrée, une femme se tenait. Elle ne portait pas de paillettes, pas de Versace. Elle portait une simple robe noire à col montant et à manches longues. C'était une écurie sobre, élégante, et coûtant plus que toute la tenue de Chloé. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon sévère, lustré, brillant. Son seul bijou était la simple alliance en or à son annulaire. C'était Amelia. Mais ce n'était pas l'Amelia qu'il connaissait. La simple femme de jardin était partie. Cette femme était royale. Elle les ressemblait à une PDG, une reine, une juge. Le verre de champagne de David glissa. Oh mon Dieu! La tête de Chloé se tourna brusquement, son visage si parfaitement maquillé, contorsionné en un masque de rage pure, inaltéré. Que fait-elle ici? Amelia commençait à marcher, pas vers David, pas vers le bar. Elle marcha directement vers la petite section VIP, délimitée par une corde où Mark, Jennings, David et Chloé se tenaient. Alors qu'elle approchait, les gens ne s'écartèrent pas juste. Ils s'écartèrent. Elle s'arrêta à quelques pieds. Elle regarda Mark Jennings. « Mark Isabella, un plaisir de vous revoir. » Mark Jennings, qui avait bâti son empire sur le bluff, était sans voix. Il hocha juste la tête, les yeux grands ouverts. Amelia se tourna vers David. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils n'étaient pas tristes. Ils étaient vides, David. Amelia. « Quoi? Que fais-tu? » Il balbutia. « Tu es parti. Tu es allé chez ton père. Je suis ici pour mon prix. » Amelia dit, sa voix claire et portant dans le silence soudain. « Ton prix. » Chloé éclata de rire un son dur et laid. « Quel prix, chérie? Meilleur de l'exposition pour une pétunia. » Amelia l'ignora. « J'accepte le prix du philanthrope de l'année ce soir, au nom de la Fondation Helena. » L'esprit de David devint vide. La Fondation Helena, le fonds Hobby. « Attendez,
Isabella Jennings dit, sa voix soudainement petite. La Fondation Helena, comme dans la fondation qui vient d'anonymement faire don de 100 millions de dollars au Met, cette Fondation Helena. Amelia la regarda juste. Chloé, voyant sa soirée, son homme lui échappait, s'avança. Elle était plus grande qu'Amelia et elle utilisa sa taille comme une arme la dominant. C'est pathétique. Chloé siffla sa voix basse et vicieuse. Même pour toi. Tu t'es acheté une place à un dîner de remise de prix. Tu as mis une robe d'adulte pour essayer de le reconquérir. Elle attrapa le bras d'Amelia. Écoute-moi, petite souris. Il ne te veut pas. Personne ne te veut. Tu n'es rien. Tu es juste une simple, ordinaire, petite femme ennuyeuse. Tu n'as pas de famille, pas de connexion, pas de pouvoir. Elle était lancée maintenant, sa voix montant, attirant tout le monde. David a besoin d'une star. Elle cracha, plantant un doigt dans la poitrine d'Amelia. Il a besoin d'une guerrière. Il a besoin de moi. Et toi? Tu n'es que la petite femme triste dont il a été assez intelligent pour finalement se débarrasser. Elle ricana, regardant la simple robe noire. Je veux dire, regarde-toi. Pensais-tu que cela te faisait paraître puissante? Tu as juste l'air pauvre. Tu as l'air de son erreur. Amelia se tenait là, absorbant la tirade. Elle ne broncha pas. Elle ne pleura pas. Quand Chloé eut enfin fini de respirer fort dans son triomphe, Amelia très calmement tendit la main et retira la main de Chloé de son bras. Elle regarda David, son visage cendré, son corps tremblant. « Elle a raison, David, » dit Amelia. « Tu as besoin d'une guerrière. » Puis elle se tourna vers Chloé. « Et toi, tu as fait une terrible, terrible erreur. » « La seule erreur, Chloé railla. « T'est-ce que David t'ait jamais épousé? » « Non. » Amelia dit une nouvelle autorité froide dans sa voix. L'erreur était de supposer que j'étais celle qui était hors de ma portée. À ce moment, les lumières de la scène s'atténuèrent. Le président de la guilde monta au podium. « Mesdames et messieurs, » sa voix retentit. « Nous avons un invité très spécial, un homme qui a été pendant des décennies l'une des forces les plus puissantes et invisibles du monde. Ce soir, pour présenter notre prix du philanthrope de l'année à la Fondation Helena, il fait sa première apparition publique en 20 ans. Veuillez accueillir M. Julian Russo. » Le sourire triomphant de Chloé se figea. Le monde de David bascula sur son axe. Rousseau comme dans Rousseau Villard, Maritime le fantôme. Le nom résonna dans sa tête. Rousseau. Rousseau, le nom du père d'Amelia. Il regarda Chloé, son visage maintenant un masque de confusion. Il regarda Amelia, qui regardait la scène avec une calme, triste résignation. Et il regarda vers le côté de la scène où un homme grand et émacié dans un costume Zegna foncé, impeccablement simple, sortait son visage comme celui d'un oiseau de proie. David Hayes eut juste assez de temps pour murmurer un mot avant que ses jambes ne lâchent. Oh non! L'homme qui marcha sur scène n'était pas un homme. Il était une légende. Julian Russo était le genre de personne qui n'entrait pas dans une pièce. Il l'absorbait, l'air devint plus mince. La lumière semblait se plier vers lui. Il avait peut-être 60 ans, avec une masse de cheveux argentés et des yeux si bleu pâle qu'ils ressemblaient à de la glace. Il bougeait avec une économie de mouvement qui suggérait une immense puissance enroulée. Il ne regarda pas la foule. Il ne sourit pas. Dans la salle de bal, des milliardaires et des textons de l'immobilier des hommes qui se considéraient comme des maîtres de l'univers fouillaient pour leur téléphone. Ils prenaient des photos d'un fantôme. David Hayes ne respirait pas. Il hyperventilait. Rousseau, le père d'Amelia, le gars de la logistique, le gars tranquille. Le sang de Chloé Vanderbilt s'était transformé en eau glacée. Elle connaissait ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. C'était le nom qui finançait les gouvernements. C'était le nom qui possédait les ports auxquels le projet de front de mer de David avait si désespérément besoin d'accès. Qu'est-ce que quoi? Chloé balbutia, son regard passant de l'homme sur scène à Amelia. Ce n'est pas, ce ne peut pas être.
Julian Russo atteignit le podium. Il ajusta le microphone, un son qui résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Bonsoir, dit-il. » Sa voix était calme, pourtant elle remplit toute la vaste salle. C'était une voix qui n'avait pas besoin de crier. Ils m'ont demandé de venir ici pour présenter un prix. Je n'aime pas les prix. Je n'aime pas les événements. Il regarda sa vue balayant la pièce, et pendant une seconde ses yeux se fixèrent sur ceux de David. David sentit le regard comme un coup physique, une pointe de glace dans sa poitrine. Mais la fondation Helena, Russo continua, est importante. Elle est nommée d'après ma défunte femme Helena. C'est une organisation dédiée au principe que la vraie force n'est pas bruyante, que le vrai pouvoir n'est pas vu. Il est ressenti. Il fit une pause. Le fondateur et directeur anonyme de ce fonds de 150 milliards de dollars est ma fille, une femme qui a pour toute sa vie choisi le service silencieux sur le bruit de la richesse. Une femme qui voulait être aimée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle était. Il regarda directement Amelia. Amelia Russo. Le nom frappa la pièce. Amelia Russo. Isabella Jennings laissa échapper un petit halètement étranglé et renversa son verre d'eau. Mark Jennings avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Et Chloé. Chloé tremblait. Son visage, il y a un instant si plein de venin, était maintenant un masque concave de terreur primale abjecte. « S'il vous plaît, Julian dit, ma fille, Amelia. » Amelia passa devant Chloé et David qui étaient figés comme des statues dans une Pompéi de leur propre création. Elle ne les regarda pas. Elle monta les marches et se tint à côté de son père. Il l'embrassa sur le front. « Il se moque de ta simplicité, Leah, » il murmura juste pour elle. « Il s'en moque parce qu'il ne peut pas l'acheter. » Amelia prit le lourd prix en cristal. Elle s'avança vers le microphone. « Merci, dit-elle, sa voix claire et forte. « Merci, père. » Elle regarda la pièce. « Mon père a raison. J'ai toujours ou certains préféré le calme. Je crois que ce que vous faites compte plus que ce que vous portez, que votre caractère est plus important que vos connexions. Pendant les 5 dernières années, j'ai mené une expérience pour voir si c'était vrai. » Ses yeux trouvèrent David. Mon mari, David Hayes, David tressaillit comme si elle l'avait frappé. Ne connaissait pas l'étendue de l'entreprise de logistique de ma famille. Je voulais qu'il m'aime. Amelia, la jardinière, la femme dans la simple robe de coton. Une seule larme traça un chemin le long de sa joue. Elle ne l'essuya pas. L'expérience a conclu. Elle regarda Chloe Vanderbilt. Sa voix ne monta pas. Elle n'avait pas à. Je suis simple, je suis ordinaire, je suis non connecté. Elle fit une pause, laissant les mots suspendus dans l'air. « Et vous, Madame Vanderbilt, dit-elle, vous êtes un très, très mauvais juge de caractère. Vous voyez, vous vous êtes moqué de mes vêtements, mais vous n'avez pas réalisé que ma fondation possède la banque qui détient la dette sur Versace. Vous vous êtes moqué de mon hobby, mais mon hobby vient de financer toute l'aile de cancérologie pour laquelle votre gala essayait de lever des fonds. » Elle tourna son regard balayant la table VIP. Vous vivez tout dans un monde de surface. Vous nagez dans un monde de pouvoir. Mais vous ne savez même pas ce qu'est le vrai pouvoir, dit-elle, sa voix tombant en un murmure. Et le choix. Et ce soir, je choisis. Elle regarda son mari. David, tu es viré. La mâchoire de David tomba. Quoi? Tu ne peux pas me virer. Tu ne fais pas, Mark? Il regarda désespérément Mark Jennings. Mark Jennings fixait Julian Russo, son visage glissant de sueur. En fait, elle peut, Russo dit, s'approchant du micro à nouveau. À partir de 16h30 cet après-midi, la Fondation Helena, par l'intermédiaire d'une filiale, a réalisé un rachat par effet de levier de Jennings Stryker. Ma fille est votre nouveau patron. Où était la pièce éclata? David Hayes s'effondra. Pas en un évanouissement, il se plia juste. Ses jambes lâchèrent et il s'écroula sur le tapis. Un tas de 5 000 $ vêtu d'un smoking d'ambition ruinée. Chloe Vanderbilt ne s'effondra pas. Elle se tenait tremblante, son visage blanc.
Elle regardait Julian Rousseau. Monsieur Rousseau, elle commença sa voix un plaidoyer rauque désespéré. Monsieur Rousseau, je suis un atout. Je suis. C'était un malentendu. Je peux vous aider. Je peux gérer vos relations publiques. Ceci et je peux arranger ça. Julian Rousseau la regarda. Il la considéra comme on pourrait considérer un insecte. Mademoiselle Vanderbilt, dit-il, sa voix plate et froide, vous êtes une praticienne de la stratégie de marque, n'êtes-vous pas? Oui, oui, la meilleure, s'écria-t-elle, sentant une bouée de sauvetage. Alors vous devriez savoir, dit-il, que le nom Rousseau n'a pas de marque. Il a une réputation, et vous l'avez offensé. Il claqua des doigts. Il n'avait même pas regardé, mais deux hommes en costume sombre identiques étaient soudainement là. Mademoiselle Vanderbilt est bruyante, Julian dit à personne en particulier. Elle dérange la soirée de ma fille. Veuillez vous assurer qu'elle trouve sa sortie. Non, oh! Chloé hurla alors que les hommes la prenaient par les bras. Vous ne pouvez pas faire ça. David, fais quelque chose. Mais David était toujours par terre en pleurs. Je connais des gens, elle cria alors qu'il la traînait, la robe Versace argentée se déchirant. J'ai des connexions. Moi aussi. Amelia dit sa voix un murmure alors qu'elle regardait la traîtresse de sa vie être physiquement retirée de la salle de bal. Les retombées n'étaient pas une tempête. Ce n'était pas une explosion chaotique, émotionnelle. C'était un démontage clinique, silencieux et terrifiantement efficace. Julian Rousseau n'opérait pas avec colère. Il opérait avec conséquence. Dans les 48 heures qui suivirent les prix de la guilde immobilière, le dîner de vie ne furent pas juste ruinés. Elles furent déconstruites pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que les débris de leur propre arrogance. Pour David Hayes, le règlement de compte commença avec le lever du soleil. Il se réveilla non pas dans son lit, ni celui de Chloé, mais sur un canapé rigide tapissé de velours, dans une alcôve isolée du hall principal du Metropolitan Grand. Sa tête palpitait une douleur sourde, martelante due au champagne, à l'adrénaline et à l'impact écrasant pour l'âme de sa propre stupidité. Son smoking Tom Ford était froissé, le nœud papillon défait, pendant autour de son cou comme une petite corde de soie. Un garde de sécurité, le voyant bouger, s'approcha et plaça un verre d'eau sur la table à côté de lui. « Votre voiture n'est plus ici, Monsieur Hayes, » dit le garde, son visage un masque de neutralité professionnelle. Elle fut réclamée par l'agence de location à 4h17 du matin. « Réclamée, David croassa. « C'est le bail, est-ce? Vous devriez vérifier votre téléphone, monsieur, » dit le garde et s'éloigna. Son téléphone? Il tâtonna pour l'iPhone 15 Pro Max que Chloé avait insisté qu'il obtienne. Il était chaud au toucher. L'écran s'alluma 147 messages non lus, 28 appels manqués. Il était toujours dans un brouillard, une brume de déni. C'était un cauchemar, un horrible embarras public. Il l'arrangerait, il s'excuserait. Malia, elle était gentille, elle était simple, elle le pardonnerait. Il aurait juste à s'humilier. Son pouce tremblant ouvrit le premier appel manqué. Un message vocal de Mark Jennings laissé à 23h52. David appuya sur lecture. Il s'attendait à des cris. Il ne s'attendait pas au son de pure terreur inaltérée. « David, toi. » La voix de Mark était un murmure de cheval comme s'il avait peur d'être entendu. « Toi, idiot. Toi, idiot monumental. Sais-tu ce que tu as fait? Sais-tu qui c'est? Rousseau n'est pas juste riche, David. Il possède les ports. Il possède les banques. Il possède, oh Dieu, un son de verre brisé. Ne viens jamais au bureau. Nous t'enverrons tes effets personnels par la poste. Tes indemnités de départ sont rien. Tu es en violation. Tu as humilié un principal. Si tu me contactes jamais à nouveau, je te ferai arrêter pour harcèlement. Tu es fini. Tu es fini, David. Tu m'as ruiné. L'appel coupa. David fixa le téléphone. Le ruina.
Il fit défiler. Courriel. Le premier était de la Villard National Bank, division des prêts commerciaux, envoyé à 10h04 du matin. Objet avis de violation immédiate de clause restrictive. Prêt 884G. Cher Monsieur Hayes, ce courriel sert de notification officielle que selon votre accord de prêt, vous êtes en violation de la clause 27, étant une violation de turpitude morale telle que définie par le prêteur, entraînant une disgrâce publique significative et un risque matériel pour la réputation du prêteur. Votre ligne de crédit de 2 à 5 millions de dollars a été gelée avec effet immédiat. De plus, votre hypothèque principale sur la propriété de Greenwich, 45 Willow Lane, a été exigée. Le remboursement intégral est dû dans les 30 jours où des procédures de saisie immobilière commenceront. Villard National Rousseau-Villard, ce n'était pas juste une banque, c'était sa banque, la banque qu'il avait utilisée si arrogamment pour financer sa nouvelle vie. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber le téléphone. Le second courriel venait d'un nom qu'il ne reconnaissait pas. S. Arlanesque, Vartel, Lipton, Rosen et Katz, envoyé à 6h15 du matin. Objet Hayes, Rousseau. Monsieur Hayes ne tentait en aucune circonstance de contacter notre cliente, Madame Amelia Rousseau. Toute tentative sera considérée comme du harcèlement. Des documents de divorce vous seront signifiés d'ici la fin de la journée. Notre cliente est exceptionnellement généreuse. Elle ne conteste pas l'accord prénuptial que vous avez vous-même rédigé et sur lequel vous avez insisté. Le contrat de mariage. Le contenu de l'estomac de David se transforma en acide. Il se rappela ce jour il y a 5 ans dans son ancien modeste bureau d'avocat. Il le lui avait présenté, se sentant si intelligent, si protecteur de ses futurs gains. L'accord était simple. En cas de divorce, chaque partie partirait avec ce avec quoi elle était entrée dans le mariage. Amelia, pensait-il, était entrée avec un petit fonds fiduciaire, sa fondation de hobby. Il était entré avec 81 000 de dettes de prêt étudiants et une Mercedes louée. Il avait dans son arrogance démesurée construit une forteresse légale pour protéger ses 100 millions de dollars à un devenir d'elle de 50 milliards de dollars. Il n'était pas juste ruiné, il était fauché, il était moins que fauché. Il trébucha hors du hall la lumière du matin d'agression physique. Le portier ne le regarderait pas. Il ailait un taxi payé en espèces. Il réalisa, avec un sursaut de panique, vérifiant son portefeuille pour les derniers 300 dollars qu'il avait, et donna au chauffeur l'adresse du pédère, son nid d'amour. Il récupérerait ses affaires. Il comprendrait ça. Il entra dans le hall en marbre étincelant. Miguel, le portier, qui avait empoché les poignées de main de 100 dollars de David pendant 6 mois, était au bureau. Il ne sourit pas. Il ne leva même pas les yeux. « Monsieur Hayes, dit Miguel, sa voix plate. « Miguel, j'ai besoin de monter, dit David, marchant vers l'ascenseur. « Je ne peux pas vous laisser faire ça, monsieur. » David s'arrêta. « Quoi? J'habite ici. »« Non, monsieur, vous avez séjourné ici. Le propriétaire a révoqué votre accès. » Le propriétaire, je paye le loyer. Non, monsieur. Le loyer a été payé en totalité pour 1 an par la Fondation Helena. À partir de 7 heures ce matin, votre porte-clés a été désactivée et vous avez été listé comme un risque de sécurité à ne pas admettre. David fixa, abasourdi. Il avait vécu dans son appartement. Il avait mené son aventure avec sa maîtresse dans une propriété appartenant à sa femme. La patience purement froide et calculée de cela, c'était horrible. Mais mes affaires, elles sont en cours d'emballage, monsieur. Elles seront envoyées par la poste à votre dernière adresse permanente connue. La maison à Greenwich, celle que la banque était sur le point de prendre. Il était littéralement dans la rue dans un smoking sale avec 300 dollars dans sa poche. Les odeurs matinales de la ville ordure chaude, bretzel de chariot de rue. Les gaz d'échappement de bus le frappèrent comme un coup physique. C'était sa nouvelle réalité. Pour Chloe Vanderbilt, la destruction était plus artistique. Elle se réveilla dans son penthouse tout blanc,
la robe Versace, en un tas argenté déchiré sur le sol. Elle se réveilla avec son téléphone qui sonnait un cri incessant et bourdonnant. Elle le saisit, sa tête cognant. C'était Rick de la page 6. « Chloé, bébé, parle-moi. » La voix de Rick était étourdie. « Est-ce vrai? Avez-vous été physiquement expulsé? Nous avons des photos, Chloé. Photos de vous étant traînée dehors. Mon Dieu, ce Versace était déchiqueté. Qui était-il? Ce vieux gars. C'était Julian Rousseau. Tu as insulté la fille de Julian Rousseau. » Le sang de Chloé se transforma en une eau glacée. Elle raccrocha. C'était bien. C'était sa version. Elle était Chloé Vanderbilt. Elle créait des récits. Elle prendrait les devants. Elle alla à sa salle de guerre, son élégant bureau en laque blanche et son ordinateur portable. Elle publierait une déclaration, un malentendu, une soirée passionnée. Elle essaya de se connecter à son Instagram à Chloé Vanderbilt. Erreur. Compte non trouvé. Elle laissa échapper un court rire hystérique. Un pépin. Elle essaya Twitter. Ce compte a été suspendu pour violation de nos conditions d'utilisation. La panique froide et vive piqua sa peau. Son site web https://google.com, searchenderbuiltpr.com. Elle le tapa sur un écran blanc vide. 404 non trouvés. Ce n'était pas une liste noire, c'était un effacement. Rousseau ne l'avait pas juste fait virer. Il avait atteint l'éther numérique et l'avait supprimé. La marque de Chloé Vanderbilt avait cessé d'exister. Ses clients, elle pouvait arranger ce war. Elle appela son plus grand compte le Gala Guggenheim. Elle fut passée à une assistante à la voix de Pierre. Madame Vanderbilt, oui, nous sommes en train de pivoter notre stratégie de marque. Vos services ne sont plus requis. Clic, elle appela le comité du bal du gouverneur. Nous avons décidé d'aller dans une direction différente. Veuillez envoyer votre facture finale. Le dernier appel, sa banque. Elle devait déplacer son argent. Elle vérifia son application client privé Chase. Compte gelé. Veuillez contacter votre directeur de succursale. Elle appela le numéro en criant sur la pauvre réceptionniste jusqu'à ce que son gestionnaire privé, M. Blevins, décroche. « Monsieur Blevins, qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon compte est-il gelé? » L'homme à l'autre bout tremblait audiblement. « Madame Vanderbilt, je suis tellement désolé. Je ne peux pas. Mes mains sont liées. Tous vos actifs, toutes vos lignes de crédit, ils sont tous gelés. » Par qui? Par le gouvernement fédéral. Le quoi? Chloé s'enfonça sur son site web de soie blanche. Une enquête. Madame Vanderbilt, l'IRS, la SEC. Il semble qu'un citoyen concerné ait fourni un tuyau anonyme au district sud de New York vers 3 heures du matin. Un tuyau sur quoi? Elle hurla. Fraude fiscale, fraude électronique, fausse déclaration d'actifs, cadeau non déclaré de clients. C'est tout ici. C'est Mademoiselle Vanderbilt. C'est très détaillé. C'était toutes les réparations dans la zone grise et louche qu'elle avait faites pour bâtir son empire. Les dons en espèces, les frais de consultation offshore, les cadeaux de clients qu'elle n'avait jamais déclarés comme revenus. Rousseau ne l'avait pas piégée, il l'avait simplement exposée. Elle regarda autour de son penthouse blanc immaculé, les blazers Balmain dans le placard, les 40 paires de Louboutin. Ils n'étaient pas les siens. Ils furent tous achetés avec un crédit à effet de levier, avec une marque qui venait de s'évaporer. Ou elle n'était pas riche, elle était juste une femme qui était douée pour faire semblant. Elle était dans un mot simple, et elle était à tous égards important finie. 6 mois passèrent. Dans les cercles d'élite de New York, Londres et Hong Kong, le dîner de remise des prix de la Guilde de l'immobilier n'était plus juste une date sur le calendrier. C'était une légende, un conte d'avertissement chuchoté dans les yacht clubs et les salles de marché privées. Il l'appelait la nuit du fantôme. Le soir, Julian Rousseau se matérialisa et avec quelques mots calmes, fit s'évaporer 2 des joueurs les plus ambitieux de la ville. Le monde avait avancé,
Mais pour les architectes de l'humiliation de cette nuit, il n'y avait pas d'avancée. Il n'y avait que l'après. Pour les antagonistes, les conséquences furent aussi publiques que leur ambition l'avait été. L'enquête fédérale de Chloe Vanderbilt fut rapide et brutale. Face à des preuves irréfutables, méticuleusement organisées de fraude fiscale, de fraude électronique et de revenus non déclarés, elle fut écrasée. Ses avocats, qui exigeaient des honoraires qu'elle n'avait plus, lui conseillèrent de plaider coupable. Elle perdit tout. Le penthouse, les Bellman, les lignes de crédit, tout fut saisi par le gouvernement pour payer une fraction de ses amendes et d'arriérés d'impôts. Elle fut interdite de travailler en relations publiques, finances ou toute capacité de conseil à vie. Elle fut vue pour la dernière fois et photographiée par la même page 6 qu'elle utilisait pour alimenter travaillant au comptoir de parfums de Macy's au Short Hills Mall. Ses cheveux blonds, montrant maintenant des racines foncées, étaient tirés en arrière en une queue de cheval réglementaire. Ses mains, autrefois ornées de diamants jaunes, étaient maintenant gercées à force de vaporiser du laiton sur des bandelettes de papier. Elle portait un uniforme noir en polyester et un porte-nom en plastique qui lisait Chloé. L'humiliation ultime n'était pas le travail, c'était la visibilité. Les acheteuses, femmes qui lisaient à son sujet, s'arrêtaient, fixaient et chuchotaient « Est-ce que c'est ?» Elle était devenue la chose même qu'elle craignait le plus, un spectacle commun, un simple cas de charité. La chute de David Hayes fut de plus silencieuse mais plus profonde. L'avis de 30 jours sur son hypothèque n'était pas une négociation. C'était une sentence de mort. L'accord prénuptial qu'il avait si arrogamment élaboré fut son exécution financière. Il quitta le mariage avec ses 80 000 $ de dettes étudiantes qui avaient avec intérêt augmenté et les vêtements sur son dos. La carte Amex Centurion était bien sûr celle d'Amelia. Son propre crédit lié au prêt en défaut fut détruit. Personne dans l'immobilier de New York ne retournerait ses appels. Le nom Hay était maintenant synonyme de l'avertissement de Rousseau. Il était radioactif. Après 2 mois à dormir sur le canapé d'un ami qui se lassa vite de l'association, il trouva un emploi. L'ironie était une blague cosmique cruelle. Il fut embauché comme gestionnaire logistique pour un distributeur régional de Tringle à Rideau, dans un parc industriel sans fenêtre à Yonkers. Il gérait des feuilles de calcul dans un petit cube éclairé par des néons, traquant les choses mêmes qu'il avait autrefois moquées. Il était devenu sa propre vision fausse et dédaigneuse du père d'Amelia. C'était un homme simple et tranquille dans la logistique. Il passait ses nuits dans un petit studio humide, buvant du whisky bon marché et fixant une seule photo sur son téléphone, Amelia dans son jardin, riante. Pour la protagoniste, l'après n'était pas une fin. C'était une activation. Amelia Rousseau s'assit à la tête d'une dalle d'obsidienne polie de 30 pieds étincelante. C'était une table de conférence au 112e étage du One World Trade Center, le siège nord-américain de Rousseau Villard Maritime. Et elle n'était pas la femme de Jordan, ni l'ange vengeur dans la robe à cuirasse noire. Elle était quelque chose de nouveau. Elle portait un simple pull en cachemire Laura Piana couleur crème et un pantalon de lin ajusté. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air simple, mais c'était la simplicité d'une lame. Devant elle se tenait la nouvelle Sowit terrifiée de ce qui était Jennings Stryker. Elle n'avait pas juste acheté la compagnie. Elle l'avait éviscérée, dissoute et reformée comme le groupe de développement Helena. « Bonjour », dit-elle, sa voix calme. Mais l'acoustique de la pièce était si parfaite qu'on aurait dit qu'elle chuchotait dans chacune de leurs oreilles. Le projet du front de mer est mort. Un homme nommé Thomas, un vestige de la vieille garde de Mark Jennings, s'éclaircit la gorge. « Madame Rousseau, avec respect, ce projet est financé à 90%. Le zonage est clair. C'est un retour garanti de 4 milliards de dollars. » Amelia le regarda, son regard non pas froid, mais clinique. « Thomas, vous pensez toujours en termes de profit. Je pense en termes de fonction. Ce projet était un monument au bruit. Il était conçu pour être vu. Nous sommes maintenant dans le business de faire. » Elle cliqua sur une télécommande.
L'écran géant derrière elle s'éclaira. Ce n'était pas un rendu de tour de verre. C'était une carte, une communauté. À ce jour, la Fondation Helena est le seul investisseur dans le groupe de développement Helena. Nous ne construisons plus de tombes de luxe de 80 étages pour le capital étranger. Nous construisons une communauté, elle pointa. Les blocs entiers du front de mer 1 à 6 seront des logements à revenu zéro entièrement subventionnés par la Fondation. Les 10 prochains blocs seront des logements abordables à usage mixte pour les enseignants, infirmières et artistes. La composante luxe, dit-elle, pointant une unique tour élégante sera ceci, et 100% de ses profits seront placés dans une fiducie intouchable pour financer en permanence le refuge pour femmes de New Haven. Thomas avait l'air d'aller vomir. Mais Madame Rousseau, ce n'est pas, c'est de la philanthropie. Ce n'est pas un modèle commercial. Non, Thomas, Amelia dit debout. Elle marcha vers la fenêtre du sol au plafond, regardant la petite carte complexe de la ville. C'est un changement de système. Mon ex-mari, dit-elle, sa voix claire, voulait prendre. Il voulait être vu. Mon père déplace les choses. Il est le meilleur au monde pour déplacer une boîte de Shanghai à Rotterdam. Il a bâti un empire sur des choses. Elle tourna ses yeux balayant son nouveau conseil. Elle dit, vais déplacer des systèmes. Elle avait fait son choix. Elle était toujours à son cœur une jardinière. Elle aimait toujours l'odeur de la terreau, mais elle avait appris une leçon cruciale enseignée par les vipères qu'elle avait invitées chez elle. Tu ne peux pas juste t'occuper de ton petit coin de terre espérant le protéger de la flétrissure. Pour vraiment faire pousser les choses, tu dois contrôler l'eau, tu dois garantir le soleil, tu dois être le climat, Amelia Rousseau. La femme simple avait fini de s'occuper de son jardin. Elle était sur le point de terraformer tout le littoral et que tout le monde est ce qui arrive quand tu prends le calme pour de la faiblesse. Chloé et Dave ont bâti leur vie sur des surfaces brillantes et creuses, et la seconde où ils ont heurté quelque chose de réel, quelque chose de solide, leur monde entier s'est brisé. La simplicité d'Amelia n'était pas un manque de quelque chose, c'était une présence. C'était la confiance de quelqu'un qui n'a rien à prouver parce qu'il possède tout. Alors, qu'en pensez-vous? Amelia a-t-elle été trop gentille trop longtemps? Où était son mouvement dévastateur final la réponse parfaite? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Cette histoire est un rappel de ne jamais juger un livre par sa couverture, car vous n'avez aucune idée si cette simple couverture est réellement reliée dans le cuir le plus cher du monde. Si vous avez aimé ce drame et ce rebondissement, s'il vous plaît, vous savez quoi faire. Frappez ce bouton « J'aime » si fort qu'il devient rouge. Cliquez sur « Partager » pour envoyer ceci à quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'une vie très médiatisée n'est pas toujours une vie heureuse. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne et sonnez cette cloche. Nous publions des histoires de karma, de vengeance et de justice chaque semaine. Et vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite.